J'enregistre et je vous partage un diaporama que j'ai fait pourtant sur l'analyse des résultats et des facteurs contributifs à ces résultats-là pour une personne qui utilise la stratégie traditionnelle ou conventionnelle de placement, celle qui est recommandée par les planificateurs financiers et que je vous ai présentée la semaine dernière. Alors voici, je vous présente ça. Est-ce que vous voyez à l'écran la première page du diaporama? Oui. Parfait, Oui. merci. Merci. Alors, de 1994 à 2015, je vous montre un graphique ici qui couvre cette période-là, 1994 à 2015, les rendements que j'ai faits dans le REER. Alors, vous voyez que les rendements fluctuent beaucoup d'une année à l'autre. Il y a des années qui sont négatives, qui sont en bas de zéro, et il y a des années qui sont positives. Mais le taux de rendement annuel moyen sur une période de 20 ans, de 1994 à 2015, est de 7,6 %. C'est quand même intéressant. Et c'est un peu comme on a vu dans une des acétates la semaine dernière, que sur une période à long terme, le taux de rendement moyen des gens qui ont des actions, c'est autour de 7 %. Donc, je suis dans cette moyenne-là. Mais par contre, vous voyez qu'il y a eu 4 années négatives sur les 20 ans qui sont présentés, 4 années qui sont négatives, 20 %. Et la variation du plus bas au plus haut va de moins 22 à plus 26 %. Donc, ça veut dire que la stratégie que j'utilise, moi, c'est une stratégie qui est quand même, comporte des risques. Il ne faut pas être frileux, il ne faut pas craindre non plus. Il faut être capable de laisser ses marrons au feu, même si on voit que la tendance n'est pas bonne. Alors ici, là, on voit que ça a baissé beaucoup là, en 2008 avec la récession, mais ça a baissé partout, hein, vous savez ça. 2011 aussi, la même chose. Alors donc, il y a des éléments là, qui font en sorte que la stratégie conventionnelle de placement, ça ne convient pas à tout le monde. Parce que lorsque ça baisse, les marchés baissent, ben, si on a peur de perdre de l'argent, ben on va être malheureux, on va être mal et on va vouloir retirer ses billes. Et ce n'est pas le temps de retirer ses billes lorsque le marché est en baisse. Parce que là, c'est là qu'on va encaisser les pertes. Si on veut retirer nos billes, il faut être capable de faire de l'analyse technique et de retirer nos billes juste avant que ça baisse. Donc, c'est ça. L'analyse technique permet de faire du juste à temps, de retirer juste à temps et d'acheter juste à temps. Et ça demande beaucoup de temps, un investissement en temps, beaucoup de connaissances. Et sinon, ben, laissons courir le train et sachons qu'en moyenne, à long terme, on va faire à peu près 7 % de rendement. C'est un peu la morale de cette histoire, si vous voulez. Pour le CELI, ben, il a commencé en 2010, donc en 2009. Alors, mes rendements, je les ai à partir de 2010. Alors, vous voyez que c'est à peu près la même chose. Mon taux de rendement annuel moyen est de 7,9 %. Et j'ai aussi des années qui sont plus bonnes et d'autres moins bonnes. Donc, meilleures et moins bonnes. Donc, la variation va de 0,2 à 21,8 %. Donc, vous voyez que les variations ont été moins importantes. J'ai réussi à ne pas descendre en bas du zéro. J'ai frôlé le zéro, mais je n'ai pas descendu. Donc, j'ai été content de mon résultat pour ces périodes-là où je voyais que mon REER, c'était plus difficile. Ensuite, la proportion des années positives. Alors, c'est un élément qui est important de bien savoir, c'est que pour l'ensemble des placements, REER, CELI et épargne non enregistrée, sur 24 ans de placement, j'ai eu 18 années positives, soit 90 %, et 163 mois positifs, donc 68 %. Ce qui veut dire que si je regarde ça année après année ou par année, ben, je suis content que ma moyenne d'années positives est à 90 %, je suis content. Mais si je regarde ça mois par mois, et là, par exemple, je vais avoir le tiers du temps où je vais être un peu craintif là, parce que mes résultats vont être moins bons, parce que je vais avoir des résultats négatifs dans 32 % des cas. Dans le tiers du temps, j'ai des mois qui sont négatifs. Donc, il ne faut pas être frileux. Là. Ça prend quelqu'un qui est capable de laisser ses billes sur le feu, même si les résultats sont négatifs.
c'est pas pour tout le monde. Les meilleurs placements que j'ai faits, alors c'est dans les secteurs des technologies, de l'énergie, secteur alimentaire, génie conseil, gestion de projet et construction. Et les régions qui ont été les meilleurs placements, États-Unis et Chine. Et les types de produits, c'est les fonds communs de placement, les actions et les fonds négociés en bourse, ou si vous voulez, les indices boursiers. Ça a été mes meilleurs placements. Vous allez voir, je vais vous comparer ça avec les placements les moins bons. C'est à peu près la même chose. Alors, les moins bons placements ou les pires, secteur des technologies, l'énergie, métaux précieux, bancaires. Bancaire, pourquoi bancaire? Habituellement, les titres bancaires, c'est très stable, mais il s'est produit en 2008 une dégringolade à cause des papiers commerciaux là, qui étaient toxiques. À ce moment-là, j'ai perdu énormément là, dans les placements que j'avais faits à ce moment-là, précisément. Donc, ensuite, d'ailleurs, j'avais fait ce placement-là sur conseil d'un conseiller financier. Alors, ça a été la dernière année que j'ai utilisé ce conseiller financier-là. Je l'ai barré sur ma liste. Ensuite, les régions aussi qui étaient les pires placements, le Japon. Le Japon a été bon par période, a été mauvais par période, donc mauvais placement et bon placement aussi. Et les types de produits, les actions des petites entreprises et des jeunes pousses ont été mes pires placements. Et aussi, il y a des fonds négociés en bourse qui ont été mes pires placements. Alors, on pense que les fonds négociés en bourse, c'est bon. Ce n'est pas toujours bon. C'est bon. En moyenne, c'est bon, mais il y en a qui ne sont pas bons. Alors, il faut être capable de retirer ses billes lorsqu'on voit que ce n'est pas bon. D'autres facteurs contributifs aux résultats que j'ai obtenus, mais moi, ce que je pense personnellement, c'est que le cours que j'ai suivi en placement des particuliers, d'une durée de 45 heures, m'a aidé. Également, la formation que j'ai suivie de 30 heures en littératie financière et fiscale. Ensuite, la formation en ligne que je suis là, régulièrement, des webinaires, etc. Et les connaissances que j'ai acquises au fil des années, le vocabulaire, les caractéristiques des produits financiers, la relation risque-rendement, le fonctionnement du secteur financier, le suivi de l'actualité et de l'économie, notamment par des lectures d'analyse de bulletins et l'émission RDI Économie. D'autres facteurs contributifs, les conseils d'amis et la taille de l'entreprise. Les conseils d'amis, j'ai eu de bons conseils, mais j'ai aussi eu de très mauvais conseils d'amis. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Hein. Il ne faut pas se fier nécessairement sur les conseils de nos amis. Ensuite, autre élément contributif, la diversification, parce que même s'il y a des placements qui vont mal, si j'en ai d'autres qui vont bien, ça compense. C'est la moyenne pour moi qui m'intéresse, la moyenne à long terme. Et enfin, l'analyse risque-rendement. Moi, personnellement, je préfère un rendement constant et supérieur plutôt qu'un rendement très élevé et très volatile. C'est ma préférence. Je suis plus à l'aise avec ça, je dors mieux la nuit. Ensuite, les vérifications de la gestion de la solvabilité et de la solidité des entreprises. Avant d'acheter un titre, j'aime bien regarder un peu si l'entreprise que je m'apprête à acheter, si elle a un bilan financier qui est bon année après année ou pas. Si c'est une entreprise qui va mal, je vais tenter d'éviter ces entreprises-là, bien sûr. Et l'analyse du timing, le moment d'acheter ou de vendre. Et je dois vous dire que par rapport à ça, là, je suis très mauvais par rapport au timing. Lorsque j'ai une intuition d'acheter, j'ai des signaux qui m'indiquent d'acheter, et que je procède, souvent, là, je manque mon coup. Pourquoi ça? Parce que les signaux que j'utilise sont des analyses, des analyses que je vois dans les médias. Et souvent, les analyses qui sont relatées dans les médias ont été faites par des analystes qui ont constaté ça bien avant qu'ils le diffusent. Donc, le moment d'acheter ou de vendre est passé. Donc, je reçois les signaux trop tard pour pouvoir en profiter. Il faudrait que j'aille vraiment aux sources pour pouvoir faire, comme on dit, l'achat et la vente juste au bon moment. Alors, je suis très mauvais là-dedans, ne vous fiez pas à moi. C'est ce que ça veut dire. Ensuite, des mécanismes de contrôle que je me suis donné au fil des années, j'essaie de limiter mon appétit pour les rendements élevés. C'est-à-dire que j'essaie d'établir et de réviser mon profil d'investisseur. Ça, je vous conseille de le faire aussi. Je vous conseille aussi de mettre des balises. De connaître sa situation financière, ça nous aide à mettre nos balises puis à établir nos besoins.
Alors, si on sait que financièrement, notre situation est correcte, qu'on est capable de se rendre jusqu'à la fin de notre vie, pourquoi rechercher à avoir des profits mirobolants? Ce n'est pas nécessaire pour répondre à nos besoins. Alors, on peut se contenter de titres un peu plus sécurs à ce moment-là et qui donnent un peu moins de rendement, et ça va faire notre affaire quand même. Et si on ne connaît pas notre situation financière, on est porté peut-être à être un peu plus insécure, puis à rechercher des placements avec un rendement supérieur qui n'est peut-être pas nécessaire. Ensuite, l'autre élément qui est important pour connaître sa situation financière, il faut faire une planification financière à long terme, établir ses objectifs de rendement réalistes, puis rester dans sa zone de confort. C'est un peu les facteurs contributifs les mécanismes de contrôle que j'essaie de me donner. Alors voilà, c'était ma vision à long terme. Est-ce que, bon, je vais terminer l'enregistrement.